Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et avec quelques minutes de retard, veuillez vous nous en excuser. Voici le début de ce webinaire consacré à l'œnotourisme et à l'événementiel en direct du château Pape Clément à Pessac. Bienvenue à toutes et à tous, très nombreux ce mardi matin. À mes côtés, les deux premiers intervenants de cette webconférence. Sébastien Labatte, tout d'abord. Bonjour Sébastien. Vous pouvez enlever votre masque, puisque nous sommes à distance respectable, comme on dit. Vous êtes chargé de mission auprès de Bernard Magret, responsable des filiales œnotouristiques et événementielles. Emmanuel Juillet est avec nous, directeur d'Ellipse Événements. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour avec vous, on va parler dans un instant notamment de cette configuration aujourd'hui et de ce que vous pouvez proposer à tous les acteurs pour rester en contact avec leurs clients, leurs adhérents, leurs partenaires. Nous accueillons d'ici quelques minutes Olivier Ocelli, directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Nous aurons également en ligne avec nous Alban Caillot, responsable national des traiteurs de France, et puis Nicolas Manfredini, le CEO d'une start-up qui s'appelle Winalist. Vous pourrez évidemment poser des questions tout au long de cet événement. Alors, le principe est simple, vous allez utiliser la conversation, le chat, vous tapez vos questions au fil de l'eau, et puis notre modératrice Pauline sera chargée de me les faire passer et je me ferai le porte-parole de vos questions auprès de nos intervenants. Donc n'hésitez pas pendant toute la durée de cet événement de nous faire vos remarques et de poser vos questions. Tous vos micros sont coupés, vous utilisez le chat. Sébastien Labatte, je vais commencer avec vous. Évidemment, l'œnotourisme très impacté depuis le début de l'année 2020 avec cette pandémie. Des lieux fermés, évidemment. On pense notamment à l'Institut Bernard Magret. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation là en ce mois de novembre 2020? Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. La situation, elle est compliquée, ça je vais surprendre personne. Pour information, donc le groupe Bernard Magret, c'est 5 lieux réceptifs sur Bordeaux, 2 en centre-ville, un à Pessac au château Pape Clément, donc il y a quelques minutes de l'aéroport, et 2 châteaux, un dans le Médoc et un à Saint-Émilion. Donc des lieux réceptifs comme les établissements recevant du public qui sont fermés aux événements, aux mariages et aux événements professionnels. Donc cette partie, bien entendu, on le sait, elle est compliquée. L'œnotourisme, ce n'est pas que ça, bien entendu. On a des visites, on a de l'hébergement, on a des ateliers, de la formation. Toutes ces activités sont au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt. On reste ouvert tout de même avec notre cave Bernard Magret, donc, qui est au château Pape Clément, qui propose toutes les références, donc les 42 vignobles de Bernard Magret et les grands crus classés. Donc la vente sur place est possible, bien sûr avec les mesures sanitaires. Et puis, on a mis des choses en place qui consistent à, comme le font les commerces locaux, à prendre des commandes par téléphone, du click and collect. On s'est même mis à la livraison au drive. On essaie d'innover. Et c'est dans ce sens qu'on a voulu ce matin organiser cet événement et donner un peu la parole à tous les acteurs de l'événementiel et de l'œnotourisme, puisque les deux sont extrêmement liés, on le verra tout au long de ce webinaire. Alors ce genre d'événement, je le disais, l'intérêt c'est de garder le lien, de faire différemment la communication qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Ça, c'est des choses aussi que vous avez mis en place, notamment par des Facebook Live. Oui, c'est ça. Alors, comme je le disais, on s'est adapté. Alors, tout le monde essaie d'innover à sa façon. Nous, on est passé au digital, hein, comme beaucoup. Alors, c'est pas forcément naturel dans le monde du vin, mais effectivement, tous les vendredis soirs, on organise des dégustations en live. Donc, pendant toute la semaine, les clients peuvent venir acheter leur vin. On leur livre aussi également sur Bordeaux Métropole. Et le vendredi soir, on a une animatrice donc, qui fait la dégustation en live avec les participants qui sont à l'autre bout du Facebook Live et qui dégustent le même vin avec les commentaires de notre œnologue, de notre sommelière. Voilà, pour connaître les caractéristiques du vin. Ça, c'est une première initiative. Bien entendu, donc on va reparler un peu plus en détail de comment ce séminaire a vu le jour. Dans les autres initiatives, on a un réseau entreprise, donc réseau d'affaires Bernard Magret, essentiellement sur Bordeaux, et ce réseau d'affaires organise notamment jeudi une session de e-learning à propos donc du télétravail. Donc les deux sont tout à fait d'actualité. Donc des initiatives comme cela qui permettent de continuer
de regrouper, de rassembler, de faire vivre un peu ce domaine de l'événementiel pro sur nos propriétés, donc nos touristiques. Et voilà. Et alors dans les autres initiatives, un exemple supplémentaire, on est en train de travailler donc avec l'agence Wine Pass sur une visite en live donc de toute la propriété Château Pape Clément, donc une visite avec une guide no touristique qui fera le tour de la propriété d'un peu de la même façon qu'on fait là, et donc qui présentera l'histoire, les vignobles et Bernard Magret. Donc voilà, tout un tas d'initiatives, et donc celle d'aujourd'hui, comme on va le voir avec Emmanuel, est venue au fil d'une conversation où on s'est dit voilà comment on fait pour faire vivre un peu ces lieux en fait qui sont au ralenti. Et en discutant avec Emmanuel donc d'Ellipse, il m'a dit nous on a commencé à mettre en place des événements virtuels sur des lieux. Alors c'est vrai que quand on entend les besoins des entreprises aujourd'hui, tout n'est pas à l'arrêt. On continue à se réunir, à organiser des séminaires en Zoom, en visio. Et là, en fait, c'est une bonne façon d'organiser quand même un événement professionnel avec des intervenants. Alors, je le dis pour ceux d'aujourd'hui, mais c'est vrai dans pas mal d'événements pro, des intervenants de qualité. Et donc, j'espère que les spectateurs du webinaire actuellement auront un bon retour sur l'organisation. Mais voilà, ce webinaire aujourd'hui est une des solutions qu'on propose aussi aux entreprises qui souhaitent organiser des événements pro sur nos lieux. Et puis l'idée aussi aujourd'hui, c'était évidemment de rassembler un petit peu toute cette communauté oui. Et pour se soutenir aussi les uns les autres. C'est important en ce moment de transmettre ce genre d'émotions. Oui, l'objectif également, bien sûr, de ce webinaire en particulier, c'est de donner la parole un peu à toutes les composantes, ça va être compliqué, mais à de nombreuses composantes des secteurs événementiels et touristique. Et puis, de la même façon qu'on l'a fait avec Emmanuel, peut-être de générer des idées de collaboration, de nouvelles solutions à mettre en place. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à poser ses questions, à suggérer peut-être des idées, des projets dans le chat, et puis à prendre contact avec nous également pour tout projet innovant qui peut s'adapter à la situation actuelle et à la situation à venir, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, certaines entreprises ont gelé leur budget événementiel jusqu'à l'été prochain, voire plus tard. Donc pendant ce temps, il va bien falloir quand même continuer à fonctionner, continuer à motiver les troupes, les employés dans les différentes entreprises. Donc pour tout ça, on espère que aujourd'hui germeront des idées, des collaborations qui pourront être utiles à tous les acteurs de l'événementiel et de l'onotourisme. Je vais me tourner vers Emmanuel Jouy, donc le directeur d'Ellipse Événements, société créée en 97, Emmanuel. Et forcément une accélération cette année 2020. Alors des moyens techniques de captation, ça c'est un petit peu, j'allais dire, un classique dans l'événement, mais les adapter à des visioconférences, des webinaires, des choses à distance, c'est la façon dont vous avez rebondi. C'est ce que nous avons fait cette année, ce que nous avons créé. En fait, étant donné qu'on ne pouvait plus faire de rassemblement de public, qui était quand même à la base de nos métiers. Évidemment. Puisque nous étions séminaires, mariages, sur des séminaires, des soirées de gala, des choses comme ça pour des entreprises et un petit peu pour des particuliers. Depuis le premier confinement, on ne pouvait plus rassembler du public. Donc il a fallu que nous trouvions des solutions, et nous avons créé donc le webinar by Ellipse. En gros, nous venons avec un petit peu de matériel. Un petit peu, oui. Un petit peu de matériel de vidéo pour faire des captations pour nos clients, pour des réunions interactives ou pas, et qui permettent en fait... Le but était surtout de soigner un petit peu l'image, la lumière, le contenu des réunions, pour ne pas faire forcément que des petites réunions Zoom comme nous avons fait au début, tout le monde un peu dans son coin pendant le premier confinement. Et donc nous avons travaillé là-dessus, et nous avons travaillé sur un produit, donc développer un produit qui nous permet de pouvoir venir dans n'importe quel lieu, chez vous, et pouvoir créer une réunion qui sera interactive avec vos collaborateurs, enfin avec les collaborateurs de l'entreprise, mais vraiment dans n'importe quel lieu. Le seul besoin que nous avons en fait est une connexion Internet de qualité. Voilà. Et on est capable en fait de s'adapter à n'importe quel budget, petit, moyen ou gros.
Voilà, parce que alors là, on a, là, je vous le dis, moi je suis en face de la régie là. C'est presque un studio de télé, une Alors régie aujourd'hui, télé. En tout cas, c'est l'idée, c'est de faire un plateau. Quoi, voilà. L'idée est de faire un plateau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le gros plateau télé de chez Ellipse. Il y a plus petit. On peut faire aussi plus petit, bien évidemment. Ouais. Et alors, ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'on s'adapte réellement à tous les secteurs d'activité. On travaille dans le vin, bien évidemment. Alors pour le groupe Bernard Magré, mais pour bien d'autres dans le Médoc et à Saint-Émilion. On travaille dans le milieu du sport puisqu'on travaille pour l'UBB. Nous faisons les Facebook Live d'avant-match et pendant les matchs puisque le stade est fermé en ce moment. Et pour garder un lien avec les supporters, nous avons créé avec le club un Facebook Live qui démarre pratiquement 45 minutes. Il y a 45 minutes d'émission qui sont faites en direct en avant-match pendant la mi-temps et en après-match, avec des directs avec les joueurs. On est en insertion à l'intérieur du stade et on a réussi à créer quelque chose d'assez innovant. Et ensuite, on est capable de faire des choses beaucoup plus petites pour n'importe quel secteur d'activité. Surtout, ce qui est important, c'est que nous faisons du sur-mesure. Voilà. Et merci Emmanuel d'avoir présenté et puis merci aujourd'hui pour la technique. J'en profite d'ailleurs dès maintenant pour remercier toute l'équipe technique qui a été là très tôt ce matin pour préparer tout ça et vous faire vivre ce rendez-vous dans les meilleures conditions. Il est temps pour moi d'accueillir Olivier Ocelli, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour. On va peut-être avec vous Olivier tout de suite parler, et on en parlait hors antenne avant le début de cet événement, des dernières informations qui pour certains secteurs d'activité ne sont pas de très bonnes nouvelles forcément sur les fermetures. On pense notamment aux restaurateurs, aux bars et à tous ces lieux qui sont fermés et qui visiblement, selon les infos qu'on a eues officielles, le seront encore pratiquement au début de l'année. C'est certain que si cette information est avérée, qu'on a tous entendu ce matin, c'est vraiment un peu encore une autre étape à passer pour le secteur du tourisme, une étape compliquée puisqu'on sait qu'on est intimement lié à la restauration pour des séjours en dehors de chez soi. Donc c'est vrai que si cette info est confirmée, ça va être complexe pour cette fin d'année. Alors, un peu plus de 600 adhérents pour vous, 630 adhérents. Tout à fait. L'idée, là aussi, depuis le début de l'année, ça a été de garder ce lien. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Mais écoutez, j'en profite pour remercier les équipes de l'Office de tourisme. Il y a une 60aine de personnes qui travaillent pour l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Et on a été sur le pont dès le début de la crise. Pour cet accompagnement, il a fallu vraiment déployer beaucoup de communication et d'accompagnement auprès de ces 630 adhérents qui constituent le tissu économique touristique de Bordeaux Métropole. Et on essaye d'être au plus proche d'eux, de les accompagner sur les aides, avec l'aide de la CCI, bien entendu, pour tout ce qui est aide. La métropole nous a suivis aussi avec des financements conséquents pour des plans de relance, divers plans de relance. On en était à notre 3e plan de relance jusqu'à ce que ce second confinement arrive. Donc avec pas mal de choses mises en œuvre, des webinaires, des rendez-vous un peu plus informels. On se rend compte que pendant cette période, on a besoin d'échanger, que ce soit entre professionnels comme aujourd'hui ou entre collaborateurs dans les équipes. Je pense que c'est très important pour le moral des troupes, comme disait Sébastien tout à l'heure. Et puis avec le public, évidemment, d'essayer de mettre des nouvelles choses en place. En plus, alors les enquêtes le montrent, il y a une appétence et les gens ont pris de nouvelles habitudes aussi cette année. Oui, tout à fait. On a pu, entre guillemets, sauver un peu la saison estivale avec des plans de relance pour cet été qui ont plutôt bien fonctionné avec la clientèle nationale qui est venue sur la destination. Alors plus sur le littoral aussi. C'est vrai que le tourisme urbain, c'est assez complexe pour nous. On a pas mal d'obstacles supplémentaires par rapport aux autres, avec la clientèle internationale qui n'est pas présente, avec le tourisme d'affaires qui est quasiment à l'arrêt. Donc voilà, c'est vraiment des
des challenges chaque fois, mais on fait face. On a pas mal d'opérations, on va dire, sous le coude. On en a eu une qui a eu beaucoup de succès, avec plus de 1000 visites guidées offertes durant la seconde semaine des vacances de la Toussaint, qui a extrêmement bien fonctionné. On se rend compte qu'il y a un public local. Alors ça fait déjà 3-4 ans qu'on travaille le tourisme de proximité à Bordeaux, et ça c'est vraiment un avantage pour nous. On a pu véritablement attirer ce public de proximité. Et sur la Nouvelle-Aquitaine notamment, on a une opération qu'on était sur le point de lancer, mais qu'on a mis en suspens pour l'instant pour l'hôtellerie, avec des tarifs très attractifs sur l'hôtellerie, pour venir faire son shopping de fin d'année, on l'espère, de tout cœur. Et puis une autre opération de relance aussi qu'on est en train de préparer pour le tourisme d'affaires. On sait qu'il va redémarrer de manière locale, et on veut motiver ces chefs d'entreprise pour qu'une fois que ce confinement sera terminé, qu'on aura le droit de se retrouver, d'organiser ces événements professionnels, parce qu'ils sont très importants. On parle beaucoup de visio, on parle beaucoup d'événements hybrides. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, ça va être une nouvelle donne. Mais la rencontre physique ne sera jamais remplacée. Les équipes ont besoin de se voir en physique pour se remotiver, pour de la productivité d'entreprise économique. Donc il va falloir organiser cela. Donc là-dessus, on a débloqué un budget de 100 000 € pour offrir un moment de convivialité pour toute entreprise qui organisera son séminaire d'entreprise sur une journée dans Bordeaux Métropole. L'Office offrira un moment de convivialité dans cette journée. Alors, il y a évidemment des événements qui sont encore plus impactés. Vous parliez d'événements conviviaux, c'est les salons. Il y a également les grands événements à Bordeaux. On pense à Bordeaux Fête le Vin, Bordeaux Fête le Fleuve. Tout ça, là, on en est où, et qu'est-ce que vous envisagez pour le futur ? Bordeaux Fête le Vin est organisé conjointement par l'Office de tourisme et le CIVB. Donc, on est en train de travailler sur différents scénarios pour, selon le printemps, ce que donnera le printemps. On a reporté l'édition et les jauges autorisées, bien sûr. Ouais. On est en train au niveau national, l'UNIMEV, toutes les associations événementielles travaillent beaucoup sur cela avec le ministère, le secrétaire général du tourisme. On est pour véritablement adapter les jauges selon les lieux. Jusqu'à maintenant, il y avait une jauge qui était empirique pour tout lieu. Nous, on souhaiterait que cette jauge soit ramenée à la superficie de la salle, à la typologie d'événement. Un événement grand public n'est pas du tout le même d'un événement professionnel. Un événement professionnel, on a le nom de toutes les personnes, les conditions sanitaires peuvent être vraiment appliquées. On peut tracer, etc. Il y a eu des événements entre les deux confinements à Bordeaux avec plus de 400, 500, 600 personnes. Il n'y a eu aucun cluster là-dessus. Donc c'est important pour nous de pouvoir adapter le nombre de personnes à terme selon le volume de l'espace, selon la catégorie de l'événement et selon, pourquoi pas, l'indice de pénétration du virus. Mais il faut véritablement adapter ces jauges et pas forcément avoir une jauge empirique pour tout le monde. Et ça, j'imagine que c'est une discussion quasi quotidienne avec les autorités, même si évidemment tout le monde essaye de défendre son secteur. J'imagine que la liaison est quotidienne. Bien sûr, mais il y a un travail de fond très fort fait par tous les lieux d'événements, que ce soit des lieux comme ici à Pape-Clément, ou que ce soit le Palais des Congrès qui peut accueillir des milliers de personnes. Tout le monde fait des efforts véritablement très importants pour accueillir en toutes conditions sanitaires, en toute sécurité. Vis-à-vis de vos adhérents et d'autres acteurs qui pourraient avoir envie de conseils, qui ont des questions, qui veulent tout simplement échanger avec vous, quels sont les moyens qui ont été mis en place? C'est du téléphone, c'est du mail, c'est des choses comme ça? Oui, tous les collaborateurs sont joignables sur leur téléphone pour nos adhérents en tout cas, et puis pour toute personne qui souhaite nous contacter, on est bien entendu facilement joignable. L'Office de tourisme, même si l'accueil physique
physique est fermé aujourd'hui, il y a un accueil téléphonique, mail, chat, avec des personnes qui continuent à répondre à nos clients, puisqu'on a quand même une trentaine de demandes par jour de séjours à Bordeaux, d'informations là-dessus. Donc on continue, on est sur le pont et on est à la disposition de toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir des informations. Très bien, merci beaucoup. Mais vous restez avec nous, parce qu'il y aura peut-être des questions qui vous seront adressées dans quelques minutes. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à taper vos questions dans le chat. Nous les relevons au fur et à mesure. Mais justement, je vais me tourner vers notre outil de visioconférence pour rejoindre Alban Caillot, qui est avec nous et qui est responsable national de l'association Les Traiteurs de France. Alban, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Jean-Philippe, je suis bien là, je suis tout oui, je vous écoute. Je vous entends très bien, Alban. D'abord, je vous propose de nous présenter qui sont les Traiteurs de France. Alors, Traiteurs de France, un réseau national donc, de traiteurs, autour d'une quarantaine de PME leaders sur chacune de leurs implantations, répartis donc sur l'ensemble du territoire et qui chaque année orchestrent 32 000 réceptions sur la France. Alors, inutile évidemment de rappeler que vous avez été fortement impacté par tout ce qui se passe depuis le mois de mars. En termes de, si on devait faire un pourcentage, l'impact sur votre profession et les acteurs de cette profession chez vous? Alors très clairement, effectivement, un arrêt brutal de l'activité. Si le confinement a débuté le 16 mars, les premiers effets se sont sentis de notre côté à la mi-février, puisque on a des traiteurs qui étaient très exposés sur de la clientèle étrangère, notamment asiatique. Et donc, 16 février, premières annulations. Gros coup d'arrêt à la mi-mars. Pour vous donner en fait un chiffre, c'est globalement, on aurait dû faire quelque chose comme un peu plus de 17 000 réceptions sur la période et on a peiné à en faire un peu plus de 2000. Donc, véritablement, l'impact a été très fort. On pensait à une reprise au mois de septembre. Elle s'est légèrement faite sentir. Et malheureusement, les dernières annonces, à la fois de mi-septembre et surtout d'octobre, ont terminé de toucher en fait, tous nos espoirs de reprise. Donc, la projection mars-décembre 2020 versus effectivement mars-décembre 2019, on est à plus de 80% de perte d'activité. Alors évidemment, gros travail pour rester en contact et rester à l'écoute de tous les acteurs, de tous les traiteurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place? De l'information, de l'aide, des propositions? Dites-nous un petit peu comment vous avez réagi à tout ça. Alors ça s'est joué un petit peu en 3 temps, on va dire un premier temps déjà de solidarité parce que les annulations ont donné l'objet en fait de la distribution de surplus alimentaires puisque les annulations se sont faites en dernière minute. Également, on a voulu faire acte de solidarité auprès des soignants parce que, comme vous le savez, on a été tous un peu victimes d'un manque de matériel et comme les traiteurs sont très respectueux de l'aspect sanitaire, de l'aspect hygiène au sein de leur unité de production, très clairement, on a pu remettre donc les équipements de protection, que ce soit des masques, des gants, des charlottes, du gel, éventuellement même hydroalcoolique, au personnel hospitalier. C'est à peu près 140 000 équipements. Et puis, on avait aussi proposé carrément la réquisition de laboratoires si l'État en avait le besoin. Il n'en a pas eu le besoin. Petit 1. Deuxièmement, eh bien, une mobilisation et je dirais une solidarité bien évidemment en interne au sein du réseau, mise en place de groupes de travail, mobilisation des experts pour trouver des solutions, pour effectivement faire switcher nos activités pour la bonne et simple raison qu'il a fallu proposer de nouvelles prestations, des prestations très individualisées. On a également dû renforcer les prestations livrées, que ce soit à destination des entreprises ou des particuliers, tout ce qui va être autour du click and collect, du drive, également la mise en place de restaurants éphémères, et puis maintenant aussi en cette approche des fêtes de fin d'année, les coffrets cadeaux. Donc ça, c'était sur le volet, je dirais, purement économique. Et puis aussi, toujours pour rassurer nos clients, on a voulu se focaliser sur le protocole sanitaire et créer en fait un mode d'emploi des réceptions de demain par les traiteurs de France, sous-entendu des prestations très responsables et surtout très sécurisées. Donc j'invite celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus à aller sur notre site internet. Il y a un mode d'emploi, il y a un motion design qui explique un petit peu le travail qui a été opéré par nos différentes communautés d'experts.
Vous parliez de baisse du chiffre d'affaires d'environ 80% sur l'ensemble de la profession. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà que certains ne pourront pas continuer et vont disparaître malheureusement? Ce qui se passe très clairement, c'est que l'on fait notre maximum, bien évidemment, pour faire passer ce cap à l'ensemble de nos adhérents. Plus largement, c'est une profession tout entière qui est impactée. Il n'a pas dû vous échapper la parution très récemment dans un journal économique, pour ne pas le citer, Les Échos, de la situation effectivement très compliquée d'un totem de notre profession qui est la maison Potel et Chabot. Donc très sincèrement, il y a effectivement de grosses interrogations, mais on a la volonté de se battre et de vouloir passer ce cap en mode collectif. Est-ce qu'on peut garder quand même un certain optimisme pour début d'année 2021? Le titre de cette conférence était aussi l'Union sacrée. On garde espoir, et comment on arrive à mobiliser tout le monde ensemble? Je pense que très clairement, on est tous ici, je pense, convaincus par les plaisirs de la table. On parle d'œnologie, on parle de nos tourismes. Je dirais que la gastronomie et l'œnologie vont de pair. Et ça, vraisemblablement, on est convaincu que ça va rester dans les plaisirs des individus, de l'humain, quelque part. Hein. On est quand même tous des Gaulois, et j'ai toujours cette petite image du banquet des Gaulois. Même si après, il y a des petites batailles, forcément, ça se termine toujours en banquet. Petit 1, petit 2, clairement, on est des homo sapiens, donc la rencontre et les échanges sont des choses capitales et même vitales pour les êtres que nous sommes. Je rappelle que les événements, le physique, le présentiel, c'est quand même aussi l'expression de ce que j'appellerais la chambre des secrets. J'ai eu l'occasion d'entendre ce mot-là, et c'est vrai que ça m'a fait réagir, parce que clairement, autour de cette visio, on peut échanger beaucoup de choses, mais rien ne remplacera l'échange, je dirais, physique, et effectivement la possibilité de s'échanger un certain nombre de secrets, entre guillemets, entre les participants. Je précise aussi que le fait d'être seul, en fait, je citerai une citation de Paul Valéry, le fait d'être seul, de ne connaître personne dans une ville, transforme en prison ce lieu sans échange. On est quand même, je pense, des êtres faits de chair et de sang qui ont un besoin d'échange. Bien évidemment, on est tous, je dirais, des créateurs de liens, des créateurs d'émotions. Et c'est vrai que la table, et encore une fois le vin, défendent ces valeurs-là. On est tous des acteurs locaux, des gens qui défendons les terroirs, qui défendons les produits, qui défendons les bonnes choses, qui défendons les belles choses. Donc c'est aussi pour ça que l'union sacrée me paraît effectivement tout à fait appropriée dans cette situation. Et puis, je pense aussi que autant le premier confinement a pu être rigolo pour certains, parce que c'était la nouveauté, c'était en l'occurrence quelque chose que l'on découvrait. Et là, celui-ci est en train, je pense, de montrer ses limites. Et je crois que ça devient, si vous me permettez l'expression, un peu chiant pour tout le monde, et que tout le monde vraisemblablement se précipitera vers les autres lorsque les choses seront, je dirais, plus claires et plus saines au niveau sanitaire. Voilà. Donc, pour moi, l'avenir est une pochette surprise dont finalement on ne connaît pas ni la taille ni le contenu, mais bien évidemment, il faut y croire et il faut rester positif. Lagnac. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir, et on sera ravis de faire appel évidemment aux traiteurs de France, même pour nos plus petites réceptions entre amis, avec grand plaisir. Je me retourne vers vous, Olivier. J'imagine que les traiteurs de France, c'est aussi des interlocuteurs privilégiés pour vous, et vous êtes en lien avec eux. Tout à fait. Bordelais. Je pense que vous n'avez pas rallumé votre micro, Olivier. Excusez-moi. Donc bon. Tout à fait, nous sommes en lien avec les traiteurs bordelais par le biais du bureau des congrès, du Convention Bureau. Et voilà, on travaille de manière générale très fortement avec eux, avec beaucoup d'événements qui se déroulent à Bordeaux tout au long de l'année. Donc je partage tout à fait ce qui vient de se dire. Voilà, on attend avec impatience les retrouvailles physiques. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant. On va partir dans l'Est de la France. Magie de la visio. Retrouver Nicolas Manfredini, qui est CEO d'une start-up qui s'appelle Winalist. Est-ce que Nicolas est avec nous? Bonjour Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous laisse tout d'abord nous présenter Winalist, donc cette plateforme qui permet plein de choses aux professionnels du vin. Expliquez-nous comment ça marche.
Tout à fait. Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour votre temps. Winelist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme une startup qui a été fondée en 2017, qui a pour vocation de faciliter la réservation d'expériences touristiques, et ce pour les visiteurs du monde entier. Quand on habite dans une région viticole, c'est assez simple de voir ce qu'il y a à faire autour, mais quand on est américain, qu'on fait 10 000 km et qu'on arrive en France dans un petit village, on ne sait plus trop se repérer. Donc c'est un petit peu venu de là. Et on a lancé la plateforme en Champagne en 2017. Ce fut rapidement un succès. Donc fort de cette première traction, on a décidé de lever des fonds, de renforcer l'équipe, aujourd'hui composée de 7 personnes, ce qui nous amène aujourd'hui à être présents partout en France et même depuis peu en Italie et en Espagne, avec pas moins de 400 domaines et 6 ans d'expérience. Alors, on l'a vu cet été. Alors vous, en plus, dans le digital, vous avez de la data, j'imagine, pour appuyer tout ça. Il y a eu une redécouverte, j'allais dire, des gens pour ce qui se passait tout près de chez eux, et donc forcément ici, nous, dans la région de Bordeaux, pour les vignobles. Alors, on a de la data, mais la problématique, je dirais, de cette année un petit peu différente, c'est qu'on a plus de points de comparaison. En 2019, quand on a lancé la plateforme, on savait très bien qu'on s'adressait à 60% d'étrangers, 40% de Français. Là, cette année, c'était complètement différent. C'était 10% d'étrangers, limitrophes à la France, néerlandais, belges, suisses, mais sinon, c'était 90% de Français. On a par contre noté, et c'est une très bonne chose, que la fréquentation finalement était à proximité. Il y avait une fréquentation de proximité accrue, donc des visiteurs qui venaient de territoires très proches. Ça reste un plus pour le tourisme parce que ça permet à tout le monde, je pense, de redécouvrir sa région, d'en devenir un meilleur porte-parole. Et bien qu'on n'a pas encore tous les chiffres nationaux qui sont sortis, les chiffres officiels, on a eu beaucoup de retours de domaines qui ont trouvé la saison touristique bien meilleure que prévu. Nous, on le voit notamment grâce au panier moyen des Français qui a doublé de 2019 à 2020. Alors, Sébastien Labatte t'en parlait en introduction de cette conférence. Vignoble, château et puis digitalisation. Jusqu'à maintenant, c'était 2 univers totalement séparés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce secteur s'y met de plus en plus et avec enthousiasme? C'était 2 mondes complètement séparés. D'ailleurs, nous, notre métier principal, c'était de former les domaines viticoles à la technologie, à se transformer numériquement et à proposer leurs expériences en ligne. Avec l'arrêt brutal des visites et ce second confinement, on a vu apparaître une nouvelle tendance qui est, et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, les expériences en ligne. Finalement, aujourd'hui, après 2 confinements, il n'y a plus aucune activité, il y a forcément beaucoup de pertes dans beaucoup de domaines, et les domaines viticoles sont d'ailleurs très touchés. Donc, on a noté beaucoup d'initiatives pour récupérer un petit peu de visibilité, pour vendre aussi, donc la mise en place d'expériences en ligne. C'est assez simple finalement, c'est comme une expérience physique, sauf que là vous réservez un créneau horaire, minimum 7 jours à l'avance pour pouvoir recevoir des échantillons de vin. Et le domaine viticole ou le vigneron vous envoie les échantillons ainsi qu'un lien Zoom par email. Et le jour J, vous vous connectez, soit seul, soit avec des amis ou la famille. Vous pouvez être à distance sans problème, plusieurs sur le lien comme on l'est actuellement. Et le vigneron ou le chef de cave ou la personne du domaine vous fait découvrir en visite virtuelle le domaine viticole, puis vous accompagne pour une dégustation en vous commentant les vins à distance pendant que vous les dégustez tranquillement chez vous. Donc finalement, c'est presque mieux parce qu'on n'a plus à se déplacer, mais c'est sûr qu'il n'y a plus l'expérience physique. Donc c'est un compromis, je dirais, pour la période. Alors, même question que tout à l'heure avec Emmanuel d'Ellipse Événements. Certains peuvent penser que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut commencer avec un petit budget quand on a eu une petite propriété? Tout à fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour lancer son activité touristique. Beaucoup se demandent est-ce que je dois faire quelque chose de très original, qu'est-ce que je dois vraiment imaginer comme offre. Et alors tout d'abord, nous on est là pour les accompagner, on a des équipes en interne qui accompagnent vraiment les domaines viticoles dans la création de leurs expériences. On ne les laisse pas seuls face à eux-mêmes. Donc si certains veulent imaginer des expériences en ligne ou physiques, ils sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter. Mais
c'est très simple finalement, il faut revenir à l'essentiel, le partage, faire partager un moment avec des visiteurs, un moment de convivialité, leur parler du domaine, de l'histoire, de l'expérience en elle-même, et il n'y a pas besoin de faire forcément quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr qu'il y a des expériences insolites, des choses qui sortent de l'original, mais on n'est pas obligé de faire ça pour se lancer. Un dernier mot, cette année, vous proposez, c'est une nouveauté, je crois, des cartes cadeaux. Tout à fait. Alors, il faut savoir que chez Wineist, on est très tourné technologie. C'est sûr qu'il y a d'autres plateformes qui existent sur le marché. Nous, on est quand même la seule disponible en 11 langues et très tournée technologie avec des développeurs en interne. Et donc, ça nous permet de faire beaucoup d'améliorations sur notre produit. On a lancé les cartes cadeaux déjà l'année dernière en test pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'est vrai que ça a remporté un franc succès. Donc cette année encore, on le propose aux visiteurs. C'est un moyen pour les visiteurs d'acheter une carte cadeau pour leurs proches à Noël et d'aider les domaines viticoles comme une promesse d'aller les visiter lorsque la saison reprendra. Mais la grande nouveauté surtout cette année, c'est qu'on les propose pour les entreprises. Qu'ils soient des domaines viticoles ou pas d'ailleurs, on se dit que les entreprises peuvent inciter leurs salariés à visiter les vignobles, à redécouvrir aussi le patrimoine culturel français et surtout à remercier ses collaborateurs et ses équipes en ces temps un petit peu compliqués. Merci Nicolas, vous restez avec nous évidemment, hein, si des questions ensuite vous sont adressées. Merci pour cette présentation. Alors, le lien est facile à faire avec Sébastien Abad. Je me retourne vers vous. Une start-up, un incubateur, Bernard Magret. Racontez-nous la naissance de cet endroit qui est déjà bouillonnant. Oui, alors pour le coup, mon micro fonctionne là, oui. Oui, ok. Il fonctionne. Pour le coup, c'est une histoire de confinement puisque on revient en arrière au premier confinement. Et Bernard Magret qui avait acheté donc le château Le Sartre dans l'appellation Pessac-Léognan, avec notamment une activité œnotouristique avec l'organisation de mariages et de visites. Bernard Magret qui a toujours plein d'idées, on va pas le représenter, je pense que les gens qui y participent le connaissent. Toujours des nouvelles idées, se dit comment on va adapter le château Le Sartre à cette situation, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a 3 grands crus classés qui reçoivent des visites. On a l'Institut culturel Bernard Magret, on a l'hôtel particulier La Grande Maison qui est maintenant privatisable. Donc on a beaucoup de structures de nos tourismes. On a un peu plus de 30 personnes qui sont sur ces activités. Donc actuellement certaines que je salue du coup à travers du webinaire au chômage partiel, comme tout le monde. Donc du coup, c'est poser la question de ce château. Et l'idée était de dire, ok, comment on s'adapte on va dire à l'œnotourisme du futur, au monde du vin du futur, comment générer de nouvelles idées, et en même temps en gardant toujours cet aspect mécénat, cet aspect aider l'autre qui est très cher à Bernard Magret, qu'on connaît au travers de sa fondation d'art contemporain, où il aide des artistes contemporains. Il aide également des musiciens en leur confiant un Stradivarius et des instruments réputés trésors mondiaux pour les aider dans leur carrière. Donc on a le château Le Sartre qui finalement va être disponible. On a cette valeur qui est d'aider vraiment l'autre, les autres. Et en fait, l'idée vient de créer un incubateur de start-up qui n'existait pas à 100% dans le domaine du vin, de l'œnotourisme. Et du coup, cette idée est née lors du premier confinement. On a eu pour le coup un peu de temps pour la mettre en place. On a lancé un appel à candidature auprès de start-up du secteur, du vin, de l'œnotourisme, donc comme Wineist en est un exemple, du digital également qui peut s'appliquer au vin. Et en fait, on a créé ce programme qui va permettre à différents niveaux, à des entrepreneurs, à des start-upers, à des porteurs de projets de se rapprocher d'un écosystème innovant. Donc l'idée, c'est d'avoir trois parties à ce programme. Une première partie où les gens viennent avec des idées, sans forcément savoir comment ils vont créer leur entreprise ou si leur idée est bonne. Ils restent bien entendu propriétaires de leur idée et nous, on les aide à faire des études de faisabilité, des études de marché, à leur donner un avis client, puisqu'on peut également être le premier client de ces porteurs de projets. Donc ça, c'est la première partie du programme. La deuxième partie, comme un incubateur classique, on va dire, ce sont des startups déjà existantes, mais pareil, qui ont besoin d'accompagnement au niveau de la structuration, peut-être du recrutement, peut-être de leur discours commercial.
Donc ça, c'est une partie du programme sur lequel on va travailler avec Unitech, qui est une structure d'incubation à Bordeaux, qui a 13 incubateurs sur Bordeaux dans des différents domaines, la santé, le sport, et qui n'en avait pas dans le vin, donc avec qui on va être partenaire sur ce projet, puisqu'eux ont l'habitude d'accompagner des startups, et nous, on peut être les experts ou le porte-parole des experts du vin et de l'œnotourisme. Ça, c'est vraiment la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est plus quelque part un club, on va dire, de startups qui se sont déjà développées, qui fonctionnent. Winealist en est un exemple type. Ils ont déjà leurs clients, ils ont déjà leur business model. Et peut-être qu'à un moment, ils vont se dire, voilà, je veux passer à l'étape supérieure, je veux lever des fonds. Et pour cette partie-là, nous, on peut aider la mise en relation, la mise en avant des aides à la communication, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur une troisième partie. Mais l'idée, c'est vraiment de déjà penser l'œnotourisme de demain. Alors bien sûr, nous aussi, comme le disait Alban, il nous tarde de reprendre les événements physiques, accueillir des visiteurs à nouveau en nombre, de retrouver un taux d'occupation dans nos chambres d'hôtes et nos hôtels élevé comme tous dans le secteur, mais on a bien aussi compris qu'il y avait un virage et qu'aujourd'hui, un visiteur d'un vignoble, il va d'abord se renseigner sur Internet, réserver sa visite, prévoir son voyage via des plateformes. Alors, l'Office du tourisme en est une où il va trouver toutes les infos, puis une plateforme telle que Winealist. Et donc, il est essentiel aujourd'hui pour nous d'aider ces start-upers, ces jeunes, ces porteurs de projets à aider finalement le secteur de l'œnotourisme français au global, le secteur du vin et de l'œnotourisme français, face à une concurrence internationale qui est de plus en plus croissante. On le voit au niveau du vin, on va le voir au niveau de l'œnotourisme. Donc voilà, cet incubateur qui s'appelle Bernard Magret Startup Win, installé au Château Le Sartre en Pessac-Léognan. Donc on a une capacité d'accueil d'une 40aine de postes de travail. Combien de startups là actuellement ? Alors la première promo, on va annoncer les 10 startups qu'on va vraiment accompagner dans le cœur du programme, donc cette partie où la startup est existante et où on est partenaire avec Unitech. Donc on aura 10 startups qu'on va accompagner sur l'année qui vient, et on aura un club, donc le club millésime on l'appelle, avec des startups du profil de Winealist, qui pour le coup viendront elles-mêmes échanger sur leur parcours, sur le parcours du combattant, du start-upper, et aider les nouvelles startups entrantes. Là, on aura sûrement une quinzaine de startups. On est en train de faire passer des entretiens, on va dire, de sélection, puisqu'on a reçu une 30aine de candidatures quand même. Donc là, on est en train de terminer les entretiens, et on devrait annoncer les startups retenues courant décembre, pour une ouverture, on l'espère, si le confinement nous le permet, courant janvier, avec donc des présences sur site, mais aussi on était hier avec une start-up américaine qui a l'intention de venir en France et d'y créer des emplois. Donc une bonne surprise dans cette initiative. Mais voilà, donc le programme, c'est on termine les sélections à la fin du mois, on annonce les start-up courant décembre, et on espère commencer le programme d'accompagnement et de soutien aux start-up en janvier. Alors, j'avais une question de Lucille qui nous regarde, qui nous écoute en ce moment, et qui demandait comment est-ce que les acteurs de la filière peuvent aider d'une manière ou d'une autre, participer à cette initiative et à cet incubateur. Alors la première chose, c'est de prendre contact avec nous. Donc le site internet, c'est BM comme Bernard Magret, startupwin.com. Alors je pense qu'on devrait pouvoir l'afficher sur le chat, afficher le lien sur le chat. Donc vous pouvez effectivement prendre contact avec nous. Donc l'idée du programme, donc ce programme d'accompagnement de formation, une partie, c'est vraiment donc grâce à un startup manager qui va vraiment suivre les startups, les accompagner, les former. Et en parallèle, on va mettre en place un programme d'animation qui sera fait de tables rondes, de conférences, de partage d'expériences. Et sur cette partie du programme, bien entendu, tous les acteurs du secteur sont les bienvenus à se manifester s'ils pensent pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, venir partager leur expérience, donner des conseils aux jeunes start-upers, ou peut-être même venir en tant que potentiel client. C'est un des aspects
principaux que j'ai oubliés, c'est que en tant que groupe Bernard Magré, on pourra être un des premiers clients de la start-up et donc ils pourront tester également leur solution, leur offre. Et donc, bien entendu, tous les acteurs sont les bienvenus pour prendre contact avec nous et se positionner en tant que client potentiel également, au-delà d'être, entre guillemets, simplement intervenant ou d'apporter au programme. Merci beaucoup pour cet éclairage. Un mot de conclusion également pour Alban Caillot. Je rappelle que vous êtes responsable national des traiteurs de France. Surtout, merci à vous, Jean-Philippe, pour cette animation. Merci à Sébastien, merci au groupe Bernard Magrez pour cette invitation. C'était fort enrichissant et je pense surtout que l'on doit travailler main dans la main. On parlait d'union sacrée, effectivement, rien de tel que la solidarité, que le collectif. Et soyons tous des acteurs responsables. On aura besoin de renouer confiance et de redonner confiance à nos clients parce que c'est ça qui va faire redémarrer les activités des uns et des autres. Donc, soyons des acteurs responsables et des acteurs sécurisants pour nos clients. Je pense que c'est véritablement ça qui fera repartir la machine. Merci à tous. C'est aussi une question que je vais poser à Olivier. Le tourisme durable, c'était déjà un sujet avant tout ce qui se passe. Ça allait encore plus, j'imagine. Oui, complètement. C'était un sujet, on avait pris le pas il y a déjà 2-3 ans, comme un peu tous les secteurs d'activité. C'est une obligation aujourd'hui de prendre en compte cela et on a une vraie volonté de faire de Bordeaux une destination éco-responsable, ce qui est déjà le cas parce que dans nos 630 adhérents, il y en a 200 qui sont déjà engagés dans un label, dans une démarche éco-responsable, ce qui est quand même un gros volume sur ce panel-là. Et on a vraiment comme volonté d'aider tous les autres pour prendre ce virage éco-responsable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des séjours, des lieux, des hôtels qui ont des labels. C'était un marché de niche il y a quelques temps et on voit vraiment une accélération de cette demande-là. Dans les événements aussi, du lien sur l'aspect social de l'événement aussi de plus en plus. On parle de plus en plus d'héritage que laisse un événement sur place. En effet, une grosse entreprise qui vient à Bordeaux faire un événement avec pas mal de personnes un peu de différents endroits, c'est toujours intéressant de lier la thématique à une association locale. C'est ce qu'on a failli faire avec le congrès des HLM et une association locale qui est l'Alternative urbaine qui emploie des personnes en réinsertion pour faire des visites dans Bordeaux. Donc toujours essayer de lier la thématique avec un sujet de la destination qui est important et qui laisse une trace pour l'avenir, une trace positive bien sûr. Alors encore quelques minutes pour vous qui nous regardez et qui nous écoutez pour poser vos questions dans le chat. Il y a une question de Cyril pour vous, Sébastien. Est-ce qu'on peut faire la visite du château Pape Clément qui nous accueille aujourd'hui en virtuel ? Alors, en virtuel, on pourra la faire grâce à un de nos partenaires digitaux qui s'appelle WinePass. Et c'est prévu le 25 novembre. Aujourd'hui, on peut déjà, si vous allez sur la chaîne YouTube Bernard Magré, vous pouvez déjà faire une partie de la visite virtuelle du château Fontbroche, donc Grand Cru classé à Saint-Émilion. Vous pouvez également faire une visite virtuelle de l'Institut culturel Bernard Magré, donc sur le site de l'Institut directement. On n'a pas encore le château Pape Clément en visite virtuelle. En fait, pour être très honnête, on espérait que les portes ouvertes les portes ouvertes de Pessac-Léognan qui se déroulent début décembre aient lieu. Elles sont en train d'être adaptées. Alors, ça fait partie d'une des adaptations du secteur, mais les portes ouvertes qui devaient se dérouler avec des visites et des dégustations vont en fait être étalées sur 3 week-ends, les 3 premiers week-ends de décembre, avec des châteaux qui ont des caves au château qui proposeront, on en parlait tout à l'heure, mais des bons cadeaux, des bons cadeaux donc pour des visites, pour des produits également. Et donc on espérait vraiment que les gens puissent revenir nous voir à partir de décembre. Il semblerait que ce soit un peu plus compliqué que prévu. Donc parmi les vidéos sur lesquelles on travaille, bien entendu, on va proposer cette visite de manière virtuelle. Mais encore une fois, on croise les doigts pour ne pas avoir besoin de s'en servir trop longtemps.
Voilà Cyril pour la réponse à votre question. Il est midi passé d'un peu plus de 6 minutes. Écoutez, je pense que nous allons conclure là cet événement. Je vais remercier évidemment Alban Caillot, responsable des traiteurs de France, d'avoir été avec nous. Merci Alban. On vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation. Merci à Nicolas Manfredini, le CEO de Winealist. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Bonne continuation également. Merci Olivier Ocelli pour l'Office du tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Là aussi, message à tous vos adhérents. Transmettez-leur tous nos encouragements. Merci La pour cette invitation. Ça va être le maître mot évidemment Merci. de ces mois à venir. Sébastien Labatte, je vais vous donner le mot de conclusion. Merci d'abord d'avoir instauré initié ce rendez-vous de ce mardi matin. Je crois qu'on avait un peu plus de 230 spectateurs pour notre événement. Oui, donc on espère un peu plus. On a eu un petit retard à l'allumage. C'est notre grande première sur ce format. Donc merci à tous en tout cas, merci à Ellipse événement qui n'était absolument pour rien dans ce petit couac puisqu'il s'agissait d'un petit problème de paramétrage du compte Zoom, on se dit tout. Voilà, soyons transparents. En visio, donc on fera encore mieux la prochaine fois. Toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu se connecter au début et qui nous ont rejoints un petit peu en retard. Donc un grand merci à Ellipse pour les moyens techniques. Pour la petite histoire, donc quand on a organisé ce webinaire, Emmanuel m'a dit mais on va mettre un petit studio. Une petite régie, il m'a dit précisément. Et là, je suis en face d'à peu près 6 ordinateurs, un écran géant, des spots, quelques caméras. Donc félicitations pour ces moyens techniques. Et donc, j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience si besoin. J'espère surtout qu'on pourra se retrouver physiquement le plus vite possible. Pour revenir à ce qu'on disait au début, si jamais vous avez des idées ou des projets et que vous avez envie de lancer des collaborations, donc bien sûr sur LinkedIn, sur la page LinkedIn de l'événement, vous pouvez contacter directement les intervenants qui étaient là aujourd'hui, qui sont tous référencés. Et vous pouvez également envoyer vos suggestions à l'adresse bmstartupwin@bernard-magret.com. C'est là où nous recevons toutes les nouvelles idées, les nouveaux projets et les sollicitations pour des innovations, on va dire, dans le monde du vin et de l'œnotourisme. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir animé ce webinaire. Merci. Et à bientôt, j'espère. Passez une excellente journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Encore merci à la technique et aux techniciens qui nous ont accompagnés d'Ellipse événement. On vous donne rendez-vous évidemment très vite et puis on garde le lien d'une manière ou d'une autre. Bonne journée à toutes et à tous.